La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fier partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, 2 saisons et 2 productions totalement différentes et non traditionnelles. Et pour ce faire, nous prenons la route de Charlevoix. Nous allons aller découvrir la production de lavande avec Louise Vidricaire à la ferme Azulé. Et également, nous allons rencontrer Marie-Josée Ladouceur de Safran Charlevoix. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Louise Vidricaire. Ma compagnie s'appelle Azulé. Je suis productrice de lavande certifiée biologique par Écossaire en Charlevoix. L'entreprise, le projet a démarré en 2013 avec la préparation de sol et choisir quelle culture j'allais faire ici dans le bas de la baie, qui est une région plutôt ancestrale de Charlevoix. Et j'ai décidé d'aller avec les tendances, donc de prendre en ligne de compte le fait qu'il y a du changement climatique. Et je ne voulais pas créer une culture qui en demande beaucoup, mais plutôt qui en donne beaucoup. La lavande, après avoir étudié beaucoup de matériel disponible en ligne, maintenant bien sûr fourni par des agronomes à travers les décennies, j'ai choisi la lavande simplement parce que j'étais en mesure de trouver des plants certifiés biologiques au départ. Et deuxièmement, je ne les arrose que la semaine où je les mets en terre. Okay. Donc, c'est vraiment la philosophie, ça passe ou ça casse. Alors, dès qu'elle a cette suffisance en eau, elle va comme toute plante, elle va se mettre à créer des fleurs. Et c'est là que je me dis, oui, on y arrivera cette année encore. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette plante-là? La lavande, il y a 4 façons de l'apprécier pour mettre un prix. Il y a la couleur, il y a la teneur en huile essentielle, il y a la grosseur de chaque fleurette individuelle. Et alors, un plant juvénile, par exemple, va avoir de très petites fleurs, ce qui veut dire qu'elle est moins appréciable, elle a une valeur moindre qu'un batch, qu'une récolte de lavande mature. Et la lavande, on la regarde, on peut s'imaginer que c'est toute la même chose, mais il y a des variétés également dans cette plante-là. C'est quoi les variétés utilisées? Celles que moi j'utilise parce que c'est difficile de trouver une zone précise pour là où je suis. C'est vraiment un microclimat en bordure du fleuve. Il y en a qui vont dire que je suis 3B, il y en a qui vont dire que je suis 4, ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse ici, sauf ce qui provient de cet habitat naturel. Donc, les rosiers sauvages, oui, mais on amène de la lavande, ça peut frapper une note, il peut avoir un bémol. Okay. Pour ce qui est de la variété, c'est de la lavandula angustifolia, donc la lavande la plus rustique qui soit, dont les plants, la parenté de ces plants-là remonte à la nuit des temps. Et ils ont fait leurs preuves. Et j'ai beaucoup d'herbes médicinales, j'ai beaucoup de fines herbes aussi. Et ces deux cultures-là, qui sont également biologiques, me permettent d'arriver à la date où nous sommes en ce moment et de dire, ouf, j'ai quand même des ventes en attendant que... Donc, au départ, c'était comme ça que je finançais le champ de lavande, c'est en vendant des fines herbes à certains restaurants. Louise, on est ici dans le séchoir. C'est une étape importante pour la lavande? Oui, c'est une étape importante pour la lavande et je compte sur la petite brise du Saint-Laurent pour m'aider rendu là.
On remplit les chaînes verticales. Le temps de séchage dépend énormément de la météo. Au besoin, on embarque les équipements lourds, comme on dit en riant. Mais pour la plupart, jusqu'à date, ça a toujours été la petite brise du Saint-Laurent. Le bâtiment a été conçu de façon à ce que le toit ne soit pas assis sur les 4 murs et que certaines parties du mur, c'est-à-dire on a étudié les vents, la circulation de l'air, on a fait bien les choses. Puis c'est environ combien de temps de séchage? 4 à 5 jours, max. 4 à 5 jours? Oui. OK. Oui. OK. Et qu'est-ce qui arrive après cette étape-là? Après cette étape-là, on descend les chaînes. On les monte sur des plateaux de pâtisserie, des grands plateaux de pâtisserie qu'on voit chez les boulangers. Et il y a l'étape de nettoyage. La première phase de nettoyage qui se passe, et ça se passe dans la maison. Et c'est dans les règles de l'art, les plateaux en stainless, les grands culs de poule. Et on se rassemble toute la gang, une autre gang sûrement. Et on nettoie la lavande à l'ancienne. Donc on prend le bouquet, la tête les fleurs vers le bas qui sont déjà séchées, on roule et il ne reste que des branches dans la main gauche. Ah ouais! Vous avez des ressources humaines à gérer. Comment on enseigne à ces gens-là? Parce que c'est des gens qui arrivent année après année ou des nouveaux à chaque année. On leur enseigne la cueillette. Comment ça se passe, cette cueillette-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on leur demande s'ils ont des allergies et des intolérances. On accepte qu'ils viennent de part et d'autre. Oui, munis de documents si ce sont des étrangers. Aux personnes qui veulent cueillir 1 heure, 2 heures, je les paye en produits. Et pour ceux qui veulent travailler à la journée, gagner, qui ont des besoins financiers, à ce moment-là, je les paye à la journée comme travailleurs autonomes. T'as l'air tellement zen. Je suis zen, gars. C'est quoi l'impression des visiteurs? Au départ, quand les plants étaient petits, je ne pouvais pas ignorer leur déception. Et surtout quand je leur disais que je coupais les fleurs pour favoriser l'enracinement. Donc, est-ce que c'est problématique? Oui, mais je ne charge pas d'admission pour visiter le site, donc j'ai pas à me sentir mal. En attendant que les fleurs sont généreuses cette année, les plants sont déjà en partie sont adultes. Et oui, je pourrais demander, comme font les grands, des frais d'admission au site, chose que je ne fais pas. Pour moi, je suis encore en insertion dans le marché touristique. Et j'aimerais surtout que les Charlevoisiens et les Charlevoisiennes viennent me voir au départ. Et les visiteurs, oui, toujours. Et là, vous nous parliez pendant l'entrevue de la pleurote qui a été, Danielle de Champignon-Charlevoix a fait un petit mélange. Dans le fond, c'est ce que vous faites goûter aux gens ici? C'est divin. Elle a même refait ses étiquettes pour refléter que c'est un nouveau produit avec une nouvelle tendance. Elle marie ses magnifiques pleurotes avec le vinaigre de cidre de l'île aux Coudres de chez Pedneau et avec ma lavande biologique. Voilà. Et on va goûter? Oui, on peut goûter? Oui, absolument. Je te laisse te servir, Cathy. Donc, on prend la petite pleurote. Il y a la petite pleurote. Je dirais juste, prendre un crouton de pain. Et de l'autre côté, c'est des myrtilles, des confitures myrtilles, bleuets, sauvages. OK, mais je peux goûter comme ça. Oui, il faut goûter comme ça. Il faut goûter comme ça. Avec ou sans pain, c'est juste le pain devient le véhicule. C'est ça, oui. Normalement, on servirait un champignon comme ça à l'heure de l'apéro, en amuse-gueule avec des olives, des ci, des ça. Ou on peut le mettre sur une pizza. Et l'huile dans laquelle l'huile de marinade ou le mix, le mélange de marinade, lui se conserve et on peut démarrer une vinaigrette à partir de ce magnifique mélange. Mais il y a un petit goût sucré quand même. Il y a un petit goût sucré, mais acidulé à souhait. Délicieux. Oui. Comment vous décrirez peut-être votre parcours? Le parcours, je dirais, rendu là, cette année, ça m'impressionne ce que j'ai fait. Je peux honnêtement prendre un certain recul et me féliciter pour toutes ces
toutes ces fois où est-ce que j'étais dans le champ à 7 heures le soir à désherber toute seule et que je me disais, mais est-ce que je vais avoir une vie un jour? Et oui, la vie, je suis comblée maintenant de cette vie. Je sais aussi que les visiteurs qui viennent, que ce soit des gens du Chili, de l'Ontario, des États-Unis, de Montréal, du Saguenay qui n'ont entendu parler, c'est de bouche à oreille. Je suis énormément flattée que les gens s'intéressent à cette fleur bleue et qui viennent chez moi, qui prennent le temps de venir. Et moi, ça me ressource, rencontrer des gens comme vous, comme le petit couple qui venait de Suisse. Et ce monsieur était un chef, par exemple. Donc, j'ai beaucoup de différents feedbacks. Est-ce que c'est difficile marcher une journée dans mes souliers? Je dis peut-être que des gens vivraient un stress étant donné la jeunesse de l'entreprise. Par contre, je suis devant un champ de lavande, quoi de plus zen? Alors Catherine, cette semaine, un thème un peu spécial de production non traditionnelle ici, la lavande et le safran. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau historique que tu as trouvé à ce niveau-là? Bien, en fait, Cathy, j'aurais envie de te demander d'entrée de jeu, pour toi, c'est quoi le terroir? Je te dirais, pour moi, c'est ce qui est en lien avec l'agriculture, qui est bien ancré dans notre histoire. Dans l'histoire, puis dans un lieu souvent. Hein? Oui, oui. Il y a une question géographique, c'est vrai. Il y a une question d'ancienneté aussi. Parce que quand on parle de nouvelles productions au Québec, ça soulève toute la question de qu'est-ce qui est vraiment traditionnel? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme le terroir, comme un produit du terroir? Il y a toute cette question sous-jacente parce que quand vient le temps, par exemple, d'avoir des appellations contrôlées, des IGP, là, indications géographiques protégées, bien évidemment, la question se pose. Puis c'est très, très important de réfléchir là-dessus. Au Québec, on a des productions qui sont très anciennes. On ne se pose même pas la question. Hein? Quand on pense au maïs, par exemple, quand on pense à certains types de courges, entre autres la citrouille, qui est un aliment qui était pratiquement cultivé ici depuis plusieurs milliers d'années par les nations iroquoiennes. Ici, on a d'ailleurs un semoir à citrouille. Donc, on mettait les grains dans le petit réservoir ici et, oups, ça sortait au bout. Donc, on voit qu'il y avait un travail qui était fait autour de semences très, très anciennes. Mais quand on arrive dans des nouvelles productions, quand on arrive dans des produits qui ne sont pas du tout québécois d'origine, mais qu'il y a une belle implantation qui est faite, bien là, c'est ici que la question du terroir se pose vraiment. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus en se disant, est-ce qu'un savoir-faire, c'est aussi un élément du terroir? Tu vois, parce que si quelqu'un arrive avec le désir de faire une production qui n'est pas du tout traditionnelle, mais qui a les connaissances pour le faire, qui va chercher une expertise, est-ce qu'éventuellement, par exemple, l'émeu, hein, qui n'était pas un animal du tout qui venait du Québec, mais autour duquel on a développé une expertise, est-ce que ça peut devenir un élément du terroir aussi? Donc, il y a toute cette question-là. Alors, quand on voit arriver des productions comme celle du safran, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'éventuellement, le safran va devenir un produit qu'on va pouvoir considérer comme du terroir québécois? Je te laisse sur cette belle réflexion-là cette semaine. Merci, Catherine. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Laboussard. Je suis de l'entreprise Safran à Charlevoix à l'Île aux Coudes. C'est mon père puis ma mère qui ont vu ça à la semaine verte pour essayer ça. Ils ont tombé en amour avec la patente. Fait que le lundi matin, ils appelaient pour aller suivre une formation avec Nathalie de Pur Safran. Et pourquoi l'Île aux Coudes? L'Île aux Coudes, ça fait 15 ans qu'on venait ici, puis on avait un petit rêve de tout déménager à l'Île aux Coudes. On est quand même des Laurentides. C'est quand même un bon déplacement, mais on a fait C'était un rêve, vraiment, de venir élever mes enfants dans un endroit où c'est plus communautaire, c'est plus petit, c'est d'autres valeurs. Fait que tout s'est placé à un moment donné dans la vie, puis ça a marché. On a fait le saut, mon chum est sur le bateau, mon père est chauffeur d'autobus, puis moi, ben, je me suis placée dans la restauration. Puis on ne changerait pas de place. Bien, dans le fond, le safran, c'est un bulbe qu'on plante au mois d'août, idéalement. Et puis, on le met en terre. Et puis là, il va être en dormance toute la saison d'été. Et puis, au mois de septembre, mi-septembre, il commence à se réveiller. Et puis, on devrait voir des pousses là, au début octobre dans le champ, ici à l'Île aux Coudes.
Et puis ensuite, la pousse sort et puis on peut dire à mi-octobre, on peut avoir nos premières fleurs là, de safran. Et puis on récolte sur une période de 4 à 6 semaines. Fait qu'on peut avoir des fleurs jusqu'en décembre, ça se peut. Ça s'est vu ici. Et puis ensuite, ben, on finit quand la neige tombe, dans le fond. Là. Dès qu'il y a une bordée de neige, bien là, c'est fini. Et puis le champ, on va le retrouver juste au mois de juin. Comment parce qu'on le voyait tout à l'heure, tu ramassais ça, c'est vraiment délicat. Comment on fait la cueillette, en fait? Bien, dans le fond, la cueillette, c'est simple. On passe au champ avec nos paniers, puis on casse avec les mains toutes les fleurs qui sont sorties de terre. Puis c'est pas mal c'est vraiment simple. tout à la main. Oui, c'est tout à la main. Oui, il n'y a pas de cueillette mécanique qui se fait avec ça. Puis comment on fait au niveau de la cueillette? Parce que là, c'est pas nécessairement toujours au même moment. Comment on peut cueillir de fleurs à peu près? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on ne sait jamais. Le matin, on se lève, peut-être le champ va être mauve, mais on ne sait pas. C'est sûr que quand il y a plu ou qu'il fait très froid, il y a moins de fleurs dans le champ, là. On a eu des fleurs, environ 1000 fleurs par jour qu'on peut cueillir là, dans les bons moments, même qu'on a eu une journée qu'on a cueilli 2500 fleurs dans le champ. OK. Puis dans une année, à peu près dans une saison, là, ça fait quand même seulement 3 ans là, que vous êtes en production, mais à peu près, c'est combien de fleurs qu'on peut ramasser en général? Là? Bien, en général, là, je peux vous dire que la première année, on en a ramassé 3. La deuxième année, on a ramassé 3500. Puis cette année, on est rendu à 17 000 à peu près fleurs. OK. Ouais. Fait que ça augmente à chaque année. Ça augmente, oui. Est-ce que c'est comme ça va être comme ça chaque année parce que vous en plantez des supplémentaires ou parce que les bulbes, ils se multiplient? Bien, c'est sûr que cette année, on en a planté un 20 000 supplémentaire qui a aidé la chose, mais à chaque année, le bulbe se divise en plusieurs bulbes. Donc, ça va grossir à toutes les années. Donc, c'est automatique qu'il y en a de plus en plus. Oui, de plus en plus. Ça, c'était un bulbe. Puis là, il y a 3 pousses dessus, dans le fond. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on cultive? La petite fleur. That's it. C'est juste le pistil qu'on prend. Ouais, c'est ça. C'est la petite affaire rouge. OK. Fait que dans le fond, Créé, là, des bulbes. elle a un bulbe, un autre bulbe. Ah, puis c'est Elle en la a petite. 4. Hey, Elle en a regarde, 4. c'est la Ça, c'est petite un qui- bulbe petite. C'est la petite qui Puis donne elle le est en bulbe. train de... La Puis fleur. regarde, ils ont toutes donné une fleur. Elle a une fleur. Elle a donné 2 fleurs. Ouais. Puis elle en a donné 2 aussi. C'est quelle la bulbe qu'on a plantée, nous autres? Moi, elle est morte. Elle est partie. Ah, elle est morte? Elle est morte. Elle, la bulbe était ici. Puis là, elle s'est redivisée en... Puis elle est morte, la bulbe Oui, principale. la bulbe C'est tout le principale. temps comme ça? Oui. Vous plantez une bulbe puis elle va mourir pour faire place aux autres. Pour faire... Je trouve ça beau parce qu'elle a donné 4 bulbes, là. Ouais. Puis ces bulbes-là, c'est hot. puis ils ont donné des fleurs, là. C'est ça. Et Il là, doit en avoir une. Ah, de c'est celle-là. elle qui est morte. Oui, c'est elle qui est morte. C'est la morte? Oui, c'est la belle-mère. Puis, Wow! fait que c'est ça. Ah, c'est spécial. D'où viennent les bulbes qu'on achète? Bien, nous, on a commandé des bulbes. Beaucoup de personnes commandent des bulbes aux Pays-Bas, là, vraiment. Les bulbes de safran, ça se commande là-bas. Sinon, il y a des gens aussi qui en vendent au Québec. Puis nous, peut-être dans un futur rapproché, on va pouvoir en vendre aussi. Et le safran, bon, ce qu'on sait par rapport au safran, c'est que ça n'a pas l'habitude de pousser au Québec nécessairement. Là, les conditions climatiques du Québec, on le voit, ça fonctionne quand même, mais est-ce que ça peut être une difficulté aussi pour la production? Ben oui, dans le fond, là, les conditions, c'est... Nous, on pensait que c'était la neige qui serait un problème, mais on s'est rendu compte que c'est peut-être plus l'été le problème, que c'est peut-être pas assez chaud et pas assez sec. Donc, il faut remédier en faisant des butées très hautes, puis vraiment avoir un bon système d'irrigation sur notre terre. Est-ce que ça prend une grande superficie pour faire cette production-là?
Non, ça c'est quelque chose qui nous avait charmé, que ça prenait pas une grande terre, pas beaucoup d'équipement, puis c'est pas salaud, là, tu sais, à faire, là, tu te promènes dans le champ avec ton petit panier de fleurs, puis tu récoltes des fleurs, là, c'est pas comme ramener des poches de patates, ou tu sais, fait que ça, c'est une petite culture romantique qu'on trouvait, moi puis ma mère, là, mais des fois, on dit que c'est un peu moins romantique qu'on pensait, mais c'est correct avec les bottes, puis, mais c'est ça. Tu sais, quand vous ramassez les fleurs, vous ramassez les bulbes avec? Non, Non? juste la fleur. Là, dans le fond, on va que prendre la fleur. Là. Juste prendre la fleur. Juste Là, la dans le fond, pincer je vais entre tes que doigts. prendre la fleur. Puis on va mettre ça dans notre petit pot. Puis je vais Bien. vous montrer. Ici, dans le fond, là, ce qu'on veut, C'est la... c'est le petit pistil rouge. Il est caché. Mais c'est ça, le safran. C'est ça, le safran. Je veux bien t'aider. Mais c'est ça ici, le safran, qu'on va Aïe, aïe. faire sécher. Aïe, aïe. Un coup qu'on a ramassé la fleur, c'est pas terminé. On le disait tout à l'heure, ramasser les fleurs, c'est tel que tel, c'est pas trop compliqué. C'est après là, que ça devient plus complexe. Oui, bien dans le fond, après avoir ramassé les fleurs au champ, à tous les jours, quand on ramasse 1000 fleurs, on s'en va à la maison, on émonde les fleurs. Dans le fond, émonder, c'est ôter le pistil, qui est seulement la partie qui est le safran dans la fleur. Et puis ce pistil-là, on va le sécher. On va ôter 80 % de son poids, et puis qui va devenir le safran. Et ensuite, on le conserve pendant 1 mois pour qu'il aille chercher là, vraiment l'arôme du safran. Là. Alors Marie-Josée, on se retrouve ici, là, on voit un peu ce que ça donne après la récolte. Explique-nous un peu ce qu'on peut voir, là, ce qu'on a mis sur la table. OK. Bien, dans le fond, ici, c'est vraiment le pistil du safran qui a été juste émondé et non séché. Ensuite, ici, c'est vraiment le safran là, en pistil qui a été séché. Ça sèche combien de temps? C'est à peu près 45 minutes qu'on sèche ça au four pour atteindre là, son 80 %. Puis c'est ça, quand tu le sens sécher, ça sent quelque chose. Quand tu le sens, là, quand il y en a une assiette pleine, ça sent... C'est autre chose? Autre chose. OK. Ça sent comme la bergamote, la lavande. Là. OK, OK. Ouais, c'est spécial. Puis là, on a commencé des tests pour transformer. Dans le fond, ici, on a un sirop de safran là, qu'on peut ajouter dans les vinaigrettes, dans les cocktails, sur un dessert, une pudding au riz. On a fait aussi un autre genre de petite gelée avec des merises, là, qui sont les cerises à grappes là, sauvages. Là. Fait qu'on a cuit, on a mis, ça a un même, je trouve qu'il y a un goût de safran quand même dans ça, qu'on peut manger peut-être plus avec des terrines, des fromages. Là, pour faire rehausser un peu le goût. C'est ça. Puis on a vraiment ici, c'est 1 gramme de safran qu'on a avec son emballage. Puis aussi, c'est l'idée qu'on veut les vendre en grammes, mais aussi en dosettes. Là. Tu sais, vu qu'on ne sait pas vraiment cuisiner beaucoup au Québec avec le safran, à part les grands chefs, là. Donc, si on veut s'essayer, on a fait juste une dosette, dans le fond, de safran. Qui peut que vous apporter. Puis fait que ça, vous le vendez comme ça? Oui, on le vend comme ça. Oui, une dosette là, que vous pouvez faire une recette ou 2 avec. C'est vraiment l'idée qu'on avait pour le rendre à... C'est une bonne façon de l'essayer, dans le fond. Oui, là. en plein avant ça, d'acheter peut-être avant d'acheter un pot. Là, c'est ça. Pour faire quelque chose avec le safran, parce que c'est très minime, là, la quantité qu'on ramasse dans chaque fleur. Donc, ça prend combien de grammes à peu près pour faire quelque chose? Bien, dans le fond, là, c'est un peu le dosage qu'on parlerait. Là. Ils vont dire dans un plat salé, on met 3 pistils, donc c'est 3 fleurs par personne. Puis dans un plat sucré, ça peut être à 1 pistil par personne. Là. OK, c'est comme ça Oui, c'est vraiment un pistil. Dans le fond, un pistil, c'est 3 filaments. Puis c'est comme ça qu'on le compte là, majoritairement. Et quelqu'un qui n'a jamais goûté à ça, est-ce que ça ressemble à quelque chose, le goût du safran? Non, c'est vraiment la question parce que le monde te demande, ça goûte quoi le safran? C'est dur, tu sais, ils vont comparer ça à... Ça a un arôme de foin, c'est amer un petit peu, mais quand tu le goûtes pour la première fois, après ça, tu sais ce que ça goûte, mais c'est vraiment dur à décrire. Puis comment tu vois l'avenir de ton entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer, des nouveaux produits, avoir un peu plus grande superficie? Comment tu vois ça?
Bien, c'est sûr que nous, en étant à l'île aux Coudes, on a quand même un lieu très touristique. Fait que le but serait d'avoir vraiment un pignon sur rue que les gens puissent venir. Ensuite, c'est sûr qu'on aimerait avoir d'autres gens qui vendent notre produit ailleurs, parce que c'est pas tout le monde qui va venir à l'île aux Coudes pour se chercher du safran. Une boutique en ligne, puis vraiment créer peut-être des petits ateliers ou des soupers, là, tu sais, quelque chose que on fait un souper, puis c'est un souper exploration sur le safran, là, un peu comme une table champêtre, si on peut, là. C'est dans les rêves, mais une chose à la fois. Est-ce qu'on veut, pour ça, ça va prendre plus de terre pour faire la culture? Non, dans le fond, la terre est assez grande. C'est sûr que le bulbe, il doit être sorti. Il doit laisser la terre en jachère. S'il a été 4 ans, il suggère de laisser 8 ans la terre sans le safran parce que ça vient chercher tous les nutriments. Mais avec la grandeur de terre qu'on a, selon nous, on en a assez pour faire ce qu'on a à faire. Okay. Et qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour être totalement satisfaite de la production ou de l'entreprise? Est-ce qu'il manque quelque chose? Bien, peut-être des connaissances encore plus là, dans la culture. Là. On voit des buts qui ont super bien performé, puis d'autres non. Fait que ça, c'est vraiment l'expérience qui manque un petit peu. Là. Avec les années, on va l'acquérir. C'est ça, ça fait juste 3 ans. Oui. Donc, j'imagine que dans quelques années, vous allez être à votre pleine connaissance. Oui, j'imagine. J'espère, en tout cas. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci également à Louise Vidricaire et Marie-Josée Ladouceur. Et comme vous avez pu le constater, ces 2 productions-là gagnent vraiment à être connues. Et surtout, n'hésitez pas à mettre une petite touche de lavande ou de safran sur ce que vous allez cuisiner et vous allez pouvoir découvrir ces nouveaux produits. Comme ça? Qu'est-ce que tu dis d'habitude? Bonne semaine. Cette semaine, nous nous retrouvons sur la Rive-Sud, dans le territoire de la ville de Lévis, pour parler de la forêt. Tout d'abord, nous allons rencontrer Pierre Cadorette, qui est technicien forestier. Je suis en train de poster sur Facebook des photos que j'appelle la fascinante forêt. Et ensuite, nous allons aller dans une plantation d'arbres pour aller rencontrer les gens de l'Association forestière des Deux-Rives. Alors sur ça, je vous souhaite une très belle émission. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.